Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'émission hebdomadaire, qu'on espère, qui va s'intituler L'économie expliquée par mon père. Bonjour papa. Et bonjour ma fille. Donc vous risquez d'être un peu surpris car évidemment nous allons nous tutoyer. Et je tiens à vous présenter aussi l'autre personne très importante de l'Institut des Libertés, qui est le directeur financier, en la personne de Jeeves, qui va nous tenir compagnie et qui est un élément absolument primordial dans la liaison et nos études et nos centres de réflexion. Voilà. Nous allons essayer d'abord dans ce petit format de vous parler d'économie, mais pas de manière trop formelle, comme les gens ont tendance à le faire. Et on aimerait bien surtout revenir sur des idées fausses. Alors dans la première de ces idées fausses, nous vient en tête, en général continuellement, la notion d'état stratège, el famoso état stratège et ses gros doigts. Alors pourquoi est-ce que les partis politiques aiment bien utiliser cette notion d'état stratège ? En général, c'est pour nous expliquer qu'ils vont créer de la croissance. Or, si on revient aux prémices, qui crée la croissance ? Qui crée la croissance ? L'entrepreneur. Et c'est là où nous nous tournons donc vers l'économiste pour qu'il nous explique le rôle de l'entrepreneur. Alors, que fait l'entrepreneur ? Alors, que fait l'entrepreneur ? C'est une notion extraordinairement importante et qui a été mal comprise pendant très très longtemps, jusqu'à peu près Schumpeter, c'est-à-dire les années 30 et le début des années 40. La plupart des gens, y compris dans nos systèmes politiques, pensent que dans le fond, pour qu'il y ait croissance, il faut simplement ajouter du capital, c'est-à-dire de l'épargne, et du travail. Alors vous mettez plus de capital et plus de travail, et vous allez avoir de la croissance. Il n'en est rien, parce que le capital, comme on l'a vu par exemple en Union soviétique, et il y en avait beaucoup, du travail il y en avait beaucoup, et de la croissance il n'y en a pas eu du tout. Et donc, il faut qu'il y ait une troisième personne qui prenne le risque de l'échec. C'est-à-dire que il y avait un humoriste que j'aimais bien qui disait « Le capitalisme sans la faillite, c'est un peu comme l'église catholique sans l'enfer. » Ça passe mal, quoi. Donc, quel est le rôle de l'entrepreneur ? Mais le rôle de l'entrepreneur, je l'assimile souvent au rôle d'un artiste. C'est-à-dire que d'un seul coup, il voit les choses différemment. Il se dit, il manque quelque chose. Il manque un produit, il manque quelque chose, et il se dit, je vais le créer. Alors, à ce moment, il se lance et il prend un risque. Il prend du capital qu'il a réussi à lever, il se met à travailler 100 heures par semaine, et son rôle, c'est d'être littéralement celui qui est un peu le paratonnerre à risque pour la société. C'est-à-dire que s'il réussit, il va gagner énormément d'argent, mais c'est pas ça tellement qui l'intéresse. Et s'il échoue, il va tout perdre. Donc c'est le gars qui, dans le fond, psychologiquement, peut accepter l'échec. Ce qui est rare. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'un entrepreneur lambda, en cas d'échec, n'a pas de filet de sécurité, parce qu'en général, il est profession indépendante, donc ça veut dire qu'un échec, il n'y a pas de forcément chômage. Il n'y a pas de chômage, il vole sans filet. Alors, j'ai une autre question, parce que très souvent, on entend nos amis communistes dire des choses comme « Oui, mais si un tel s'enrichit, c'est parce qu'il a volé quelque part le travail d'autrui. Il a créé sa richesse parce qu'il a exploité le travail d'autrui. » C'est la thèse marxiste de la captation de la plus-value du travail par les riches. C'est une thèse dont on sait qu'elle est fausse maintenant, comme la quasi-totalité des thèses marxistes. La réalité, c'est comme il y a à peu près 9 entrepreneurs sur 10 qui échouent. Si le 10e ne faisait pas 20 fois sa mise, il n'y aurait pas d'entrepreneur. Parce qu'à ce moment-là, on se dirait, si le 10e ne gagne que la moyenne de ce que gagnent les autres gens dans le pays, ça ne marche pas. Donc l'entrepreneur, c'est le gars qui voit un nouveau produit et qui se dit « je vais essayer de créer quelque chose à partir de là ». J'avais entendu un jour une interview de Marcel Dassault, celui qui a créé le groupe Dassault, qui était un homme très étonnant. On lui disait qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur ? Il disait « vous vous baladez dans la montagne, vous voyez une petite cascade, et vous dites « tiens, il y a de l'eau qui tombe ». Si je mettais une turbine, je pourrais la faire tourner avec cette eau qui tombe, et puis je ferais de l'électricité, et puis je pourrais la vendre aux gars du village.
Et c'est ça l'entrepreneur. Et aussi curieux que ça paraisse, les études historiques ont montré par exemple que au XIe, XIIe siècle, il y avait à peu près le même nombre de machines dans les pays qui n'étaient pas encore musulmans, mais enfin les pays d'Afrique du Nord et dans les pays et dans le Maghreb et dans toute la Syrie, etc., qu'en Europe. Et puis en Europe, il s'est passé un phénomène, c'est que d'un seul coup, il y a tout un tas de gars qui sont mis à créer des moulins à vent, des moulins à eau, et ça a été l'utilisation, la transformation de l'énergie. On a créé en quelque sorte des esclaves, plutôt que d'avoir des esclaves humains, on a créé des esclaves mécaniques qui ont été le début, et les moines ont été très importants là-dedans. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui voit la petite cascade, qui se dit je vais mettre une turbine et je vais le vendre à quelqu'un. Et alors justement, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans une économie de marché industriel. On est passé vers autre chose. On se rend bien compte aujourd'hui que la création de richesse n'est plus véritablement dans le fait de mettre des petits moulins sur de l'eau. On est passé vers... Ça a été fait. Le 19e siècle nous a permis en 10 minutes d'avoir notre pain quotidien là où il nous fallait une journée entière. De travail, oui. Et aujourd'hui, on est passé vers une autre économie. Alors, explique-moi un peu cette nouvelle économie. C'est quelque chose, c'est une thèse que j'avais développée dans un livre que j'avais écrit il y a déjà pas mal de temps, je pense pas loin de 20 ans, et qui s'appelait « C'est une révolte, non sire, c'est une révolution », dans laquelle j'expliquais il y a eu 3 grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. La première, ça a été quand on est passé, dans le fond, de la cueillette à l'agriculture. C'était la première grande, ça s'est passé au Moyen-Orient et en Chine, il y a 4 ou 5 000 ans. Bon, très bien. Ça a été la première grande révolution, ça a permis la naissance des villes, ça a permis la naissance d'une population centrée, donc l'éducation est montée à partir de ce moment-là. Puis la deuxième grande révolution, ça a été celle de la révolution industrielle anglaise, où on a réussi, en servant du charbon à l'époque, à créer de l'énergie, et ce qui a permis un développement foudroyant des économies. Bon. Et aujourd'hui, donc, quelque part, la révolution industrielle, ça a été une multiplication des muscles de l'homme. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une brouette, on avait un train. Donc, c'était infiniment plus puissant, et ça a permis aux gens de voyager. Et là, la troisième, c'est une révolution intellectuelle qui fait que on multiplie la puissance de calcul de notre cerveau avec tous ces outils et la puissance de communiquer avec les autres. Je donne un exemple qui me paraît important, c'est que le coût de cet appareil ne cesse de baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'information s'est écroulé comme jamais dans l'histoire. Autrefois, seuls les très puissants étaient vaguement bien informés. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde, s'il veut, a la meilleure information disponible. Parce qu'il y a ce que tu dis, c'est que la connaissance a remplacé la capacité de produire. La connaissance a remplacé le biceps. Le biceps. C'est-à-dire porter cerveau, des trucs lourds en transpirant beaucoup avec un casque. Voilà. Donc le fait de connaître, d'avoir accès à l'information. Et d'avoir les outils de calcul instantanés, c'est donc... Alors qu'est-ce que tu réponds à des gens qui te disent « l'État stratège doit réindustrialiser la France » ? Alors, c'est une idée intéressante, à condition qu'il y ait de la connaissance à l'intérieur de la réindustrialisation, pourquoi pas, mon Dieu. Mais il faudrait d'abord poser la question, pourquoi la France a-t-elle été désindustrialisée? Parce que ça s'est pas passé en Suède, ça s'est pas passé en Allemagne, ça s'est passé... Pour arrêter cette désindustrialisation, voilà, pour revenir sur ça. Pour revenir sur ça, la réponse est toute simple. C'est quelque chose qui s'appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises en France, donc des entreprises industrielles. Je ne parle pas des multinationales françaises comme LVMH, je parle des entreprises qui produisent en France et qui vendent en France. Est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Bon. Ça veut dire que, grosso modo, la rentabilité du capital investi en France est la moitié de ce qu'elle est dans le pays d'à côté. Alors pourquoi le coût du travail, les 35 heures c'est simplement le fait que il y a le coût du travail, il y a le coût de 35 heures, et il y a un État qui pèse 10% de plus du PIB en France qu'en Allemagne. Donc les impôts sont plus élevés, parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye. C'est l'entrepreneur. Donc si on est une entreprise américaine, chinoise, et qu'on a le choix entre l'Allemagne ou la France, on ne va pas venir en France, on va aller en Allemagne, parce qu'on paye moins d'impôts. On paye moins d'impôts, mais... Prenez un exemple qui m'amuse beaucoup, hélas, c'est Renault et Peugeot. Renault s'est dit, bon, moi je peux pas faire des voitures en France et gagner de l'argent,
Donc ils ont été décollés au Maroc, en Roumanie. Oui, beaucoup de marques font faire au Maroc, les chaussures. Et Peugeot, qui étaient des bons Français solides, ils ont décidé, dans la mesure du possible, de rester à Sochaux. Et ben, ils ont failli sauter dans la crise de 2008-2009. On les a sortis tout juste. Donc, grosso modo, la question n'est pas faut-il réindustrialiser la France, mais la question est pourquoi la France s'est-elle désindustrialisée? Parce que l'État a pris toute une série de mesures qui ont forcé tous les entrepreneurs qui voulaient survivre à passer dans le pays d'à côté. Si vous êtes dans un marché commun entre l'Allemagne et la France et que vous gagnez 2 fois plus d'argent en Allemagne qu'en France, faut pas avoir fait de longues études que le gars il se dit mais ou je crève ou je ferme mon usine en France et j'ouvre mon usine en Allemagne. La vraie question dans ces cas-là, c'est pourquoi l'État ne fait rien, puisque cette marge brute continue de diminuer. On a quand même des économistes au gouvernement très compétents. Pourquoi personne n'agit en définitive? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une vieille croyance en France que celui qui gagne de l'argent l'a volé. C'est ce que disait Balzac dans un de ses romans. Il disait à l'origine de toute grande fortune, il y a un grand crime. C'était l'idée qu'on a développée avant, que soi-disant on s'enrichirait sur la captation du travail d'autrui. Sur la captation du travail des autres. Donc le politique français ne comprend pas que la marge brute d'autofinancement, c'est la rémunération du risque que l'entrepreneur a pris. Pour eux, il doit y avoir une rémunération du capital, il doit y avoir une rémunération du travail, et le type au milieu, s'il gagne de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas bien net, quoi. Donc c'est presque une question morale. Oui, il y a forcément une spoliation. Voilà, il y a une spoliation, donc il faut limiter la spoliation au maximum. Ça, c'est la première chose. Donc ils ne comprennent pas comment une économie fonctionne, ni le rôle de l'entrepreneur. Et c'est aussi pour une raison très forte, c'est que les gens les plus brillants vont vers l'administration en France. Alors que dans beaucoup d'autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, ils vont vers les affaires, le secteur privé. Donc, sans vouloir dire du mal des gens, comme d'habitude, l'inspecteur de finances de base, qui travaille au ministère des Finances, ne comprend pas pourquoi un entrepreneur qui sait à peine lire et écrire gagne 10 fois plus que lui ou 100 fois plus que lui. Il trouve qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, je me souviens d'avoir été à une réunion au ministère des Finances où c'était un type qui était corps des mines, qui était ministre des Finances à l'époque, un type très très compétent, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et il avait invité une vingtaine d'entrepreneurs, dont moi, et il y avait là un gars qui avait créé une chaîne de restaurants en France, je crois que c'était Courte Paille ou un truc comme ça, je sais pas lequel c'était. Buffalo Grill ou un truc comme ça. Et le type savait à peine lire et écrire, hein. Et il avait créé cette énorme chaîne qui marchait très bien à l'époque. Et le corps des mines l'a pris de haut. Et l'autre l'a arrêté, il lui a dit arrêtez une seconde, monsieur le ministre, c'est moi qui vous paye. Donc ça s'était moyennement bien passé, quoi. C'était le corps des mines en question, il avait présidé à la faillite d'Usinor, enfin bref, c'était tout bon. Et donc quelque part, il y a un préjugé moral contre l'argent qui est très fort, en particulier dans les pays catholiques, qu'on retrouve beaucoup moins dans l'Europe du Nord. Et on voit par exemple qu'un des penseurs de la gauche française qui s'appelait Proudhon, un homme comme Monfray que j'aime beaucoup, auquel il fait référence souvent, et Proudhon a dit quand il était jeune, la propriété c'est le vol. Ce qu'il a amèrement regretté toute sa vie, parce qu'on a retenu ça de son enseignement, alors que finalement il s'est rendu compte vers la fin de sa vie que la propriété c'était la condition sine qua non pour qu'il y ait la liberté, sécurité juridique, la liberté, la possibilité de développement et donc croissance, etc. Donc il l'a compris, mais il n'est resté que quand vous parlez à quelqu'un de Proudhon, il vous dit la propriété c'est le vol. Donc vous avez on a cette espèce d'énorme a priori moral contre la rémunération du risque. Et pourtant, curieusement, c'est pas dans les évangiles, puisque dans les évangiles, il y a la parabole des talents. Il y en a 2 qui se décarcassent qui sont payés, le Seigneur les remercie. Et celui qui enterre son talent, lui, par contre, il va à un endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire, j'imagine, l'enfer. Donc, grosso modo, si vous lisez les évangiles tranquillement, vous vous rendez compte que
Dans les évangiles, celui qui prend des risques et qui échoue est toujours pardonné. Le fils prodigue, la femme adultère, tout ça, ils sont toujours pardonnés. Celui qui ne prend pas de risque, le rentier, qui se fait bâtir des gros greniers, il est condamné à chaque fois pour stocker son blé. Donc, derrière cette haine de la rémunération du risque, ils disent que c'est de l'origine de la religion chrétienne et de la religion catholique. Non, à mon avis, c'est une forme non déguisée d'envie. C'est de l'envie. Le type, il a pas fait d'études, il en a pas fait beaucoup, il y gagne énormément d'argent. Et on se dit, il sait pas manger à table, quoi. Il est pas comme il faut. Donc ça revient sur une notion, en fait, un jugement moral, voilà. En dehors de toute. En fait, l'économie ne devrait pas avoir de jugement moral. Là, on est dans quelque chose d'assez binaire. Il faudrait simplement que la loi encadre ça. Il faut que la loi soit la même pour tous et qu'elle protège la propriété. C'est ce que disait Locke. J'ai fait un papier récemment à ce sujet, qui était un philosophe anglais de la fin du XVIIIe, qui a changé l'histoire du monde. Pour qu'un système marche, il faut d'abord qu'il y ait la tolérance, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas illégal, on n'a rien à dire. Ça relève de la morale personnelle et c'est tout. Du choix personnel. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait la concurrence des idées. Et pour que, si tout le monde travaille pour l'État, il y aura peu d'individus indépendants parce que l'État peut sanctionner ceux qui ne sont pas promus, ils ne sont pas invités à la télévision, etc. Tandis que si tout le monde est indépendant financièrement, eh bien, il y aura plus de gens libres. Dans le fond, comme disait Dostoïevski, l'argent, c'est de la liberté frappée. C'est-à-dire, à partir du moment où on a de l'argent, on est libre, on peut se dresser contre le tyran. Et donc, comme l'État français a des tendances tyranniques qui sont toujours présentes, et qui ne font que s'accentuer en ce moment, les gens libres, c'est par définition les entrepreneurs. On remarque par exemple aujourd'hui que toutes les mesures de contraintes physiques, de fermeture, etc., c'est contre les gens libres. C'est-à-dire, c'est les petits commerçants, c'est les restaurants, c'est contre les gens libres, c'est jamais contre les gens... du système. Du système. Eux, ils continuent à avoir tous les droits, mais c'est les gens libres qu'on enferme. Alors moi, j'aimerais comprendre quelque chose, parce qu'on nous en parle très souvent. On nous dit, voilà, alors l'État va investir des milliards dans l'économie, et puis tout ça, ça va générer de la croissance, parce que ça viendra d'en haut. Et puis du coup, ça va aller dans l'économie et il y aura un trickle-down effect, il y aura, voilà, et ça va vous revenir dessus, vous allez voir, ça marche très bien. Alors pourquoi c'est une sotterie, ça ? C'est une ânerie pour une raison très simple. C'est que, mettons qu'un entrepreneur ait une idée brillante, il pense, et qu'il investisse. Si ça ne marche pas, il saute, il arrête. Oui, c'est ce qu'on a vu. Tandis que, mettons que l'État est dans sa conception de stratège, l'idée totalement stupide qu'il faut passer d'une énergie très concentrée comme l'énergie nucléaire à une énergie très déconcentrée, c'est-à-dire avec des pertiments, c'est beaucoup plus cher comme les autres énergies, il continuera même si c'est un désastre. Donc en fait, à la place, grosso modo, ce que d'avoir une sanction des marchés instantanée, il continue et il commentera les impôts sur les autres pour payer cette calembredaine, et les impôts sur les autres feront que des tas d'entrepreneurs ne pourront plus vendre aux autres, qui n'auront plus les revenus pour acheter les produits, et donc que l'économie baissera. Bien que les gouvernements aient dépassé 100. Oui, alors il y a aussi autre chose, c'est l'injection massive, du coup, de monnaie imprimée dans l'économie. Alors on nous dit, voilà, Bruxelles réinjecte beaucoup d'euros, ça va créer de la croissance, et ainsi de suite. Pourquoi c'est faux, ça ? Il y a Rueff, qui était un économiste français, qui a existé donc, de 1918 à 1958 à peu près. Donc il a eu un long... c'est lui qui avait fait le plan avec Rueff Armand, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, qui a relancé très bien l'économie. Et Rueff avait une formule qui est restée célèbre, qui disait subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, ça n'amène jamais nulle part.
Or, c'est exactement ce que fait la Commission européenne, c'est-à-dire qu'elle crée de l'argent qui n'existe pas, et avec ça, elle subventionne des dépenses qui ne rapportent rien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, enfin, moi je suis née en 70, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas l'inflation qu'il y avait sur le lait, sur nos produits courants aussi grande? J'ai pas l'impression qu'on est... Parce que normalement, on se dit instinctivement, cet apport de billets dans l'économie va faire que nos produits courants vont augmenter. Pourquoi on ne le voit pas comme dans le temps? Ben, pour une raison assez simple, c'est que l'inflation en bon français, c'est un autre concept qu'il faut bien définir là, que je vais essayer de définir maintenant. L'inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. C'est-à-dire que... Ça, on l'a. On a une hausse. On est en pleine inflation. Oui. Bon, ça, c'est certain. Ensuite, disent les grands théoriciens monétaristes, ils disent « ça change les prix relatifs ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 70, on avait une pénurie très forte de main-d'œuvre, parce que l'économie était en plein boom, il y avait une pénurie très forte de main-d'œuvre. Donc, comme il y avait beaucoup d'argent, le prix des salaires montait, ce que les gens achetaient montait, les produits de consommation montaient. Bon, ça a été dans la zone de l'inflation qui a duré, mettons, de 70 à 80. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, ces actifs sont allés dans des choses comme l'immobilier. Oui, d'où les marchés très très tendus dans les zones le prix absolument urbaines. Insensé du mètre carré à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type normal qui travaille, peut-être dont la femme travaille, qui peut se payer un appartement à Paris. Je veux dire, c'est même pas possible. Il faudrait qu'il s'endette et qu'il travaille pendant 200 ans. Donc, vous avez tu as eu une hausse extraordinairement forte des prix de l'immobilier. Et puis, comme les gens avaient encore trop d'argent malgré l'immobilier, et je tiens à dire que ça n'accroît pas la richesse. C'est-à-dire qu'un 100 mètres... Non, c'est une bulle. C'est une bulle 100 mètres spéculative. carrés avenue Foch, s'il vaut plus cher, le service donné sera toujours le service d'un 100 mètres carrés avenue Foch. Donc, c'est juste de l'inflation. Ça, c'est... Ce qui veut dire que quelque part, quand je dis des prix relatifs, c'est que le prix de l'immobilier a terriblement monté par rapport au prix du salaire. Oui, ah oui, ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ça, je pense que tout le monde... Alors la deuxième chose, c'est comme les gens avaient vraiment beaucoup d'argent, que beaucoup d'argent avait été mis dans le système, ils se sont dit, il y a des sociétés qui sont cotées en bourse, et je vais m'acheter mes fameux Air Liquide, par exemple. Et le prix d'Air Liquide est énormément monté. Mais alors, est-ce que c'est pas spéculatif aussi? C'est complètement spéculatif. Il n'y a plus de rapport entre, par exemple... Une valeur réelle et le prix qui est aujourd'hui pratiqué. Mais c'est pas... C'est dangereux, ça, quand même, pour une économie. C'est terriblement dangereux, mais c'est pas tellement Air Liquide qui est monté, c'est la valeur de la monnaie qui a baissé. D'accord. C'est-à-dire que c'est... Il en faut plus pour avoir la même chose. Il en faut plus pour avoir une action d'Air Liquide ou un gramme d'or ou n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle des changements de prix relatifs. Alors, les gens pensent à l'inflation aujourd'hui comme la variation de l'indice des prix de détail. Oui, c'est-à-dire le beurre, le lait... Le prix du lait. Comme il n'y a pas de pénurie et qu'on est dans un marché ouvert mondial, si le prix français du beurre monte trop, il va y avoir des importations massives de beurre néo-zélandais, quoi. Ou ils font peut-être pas ça. Donc eux, leurs prix ne monteront pas. Donc, grosso modo, c'est ça qui se passe, c'est que... C'est pour ça qu'on ne revit pas les choses qu'on vivait dans les années 70, exactement. Avant la mondialisation. Avant la mondialisation, c'est qu'on était dans des marchés beaucoup plus fermés, et s'il y avait beaucoup d'argent qui arrivait dans un endroit où il y avait des capacités de production réduites, le prix de ces produits montait énormément. Dans les années 70, ça paraît idiot aujourd'hui, mais par exemple, si vous voulez s'acheter une voiture, parfois il fallait attendre 6 mois pour qu'elle soit livrée. Je te rassure, c'est en train de redevenir le cas. J'en connais ça fait 2 mois qu'ils attendent une batterie. Une batterie, parce que justement, parce que c'est un excellent exemple. Tous les gouvernements ont décidé maintenant que les voitures devaient être électriques, donc il faut faire des batteries, mais il n'y a pas assez de fabricants de batteries. Et ensuite, curieusement, les batteries, ça marche avec du lithium, et il n'y a pas du tout assez de lithium pour... toutes les voitures qu'on va faire dans les années qui viennent. Voilà, qu'on doit faire et toutes celles qu'on doit réparer. Toutes celles qu'on doit réparer. Et donc on se retrouve dans un monde furieux. Ce qui se passe, c'est qu'un signe de l'inflation, c'est la file d'attente. À partir du moment où tu attends, ça veut dire que y a inflation, quoi. C'est une autre façon. En tout cas, que c'est un marché captif et que du coup,
n'importe qui peut faire augmenter les prix à sa demande. C'est ton frère qui vit au Canada, comme tu le sais, il voulait acheter un trampoline pour ses enfants. Oui, c'est quand même un truc passionnant, un trampoline pour qu'ils se cassent bien la gueule. Surtout qu'il a deux garçons, les filles se casseront pas la gueule, les deux filles, mais les deux garçons, ils vont se fracasser la tête avec le trampoline, mais ça c'est normal, c'est des garçons. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Prendre une bonne mutuelle. Exactement. Et donc, il est allé faire le tour de tous les fabricants de tous les vendeurs de trampolines dans sa région au Canada. C'est autour de Vancouver, c'est-à-dire une très grande ville. Mais il n'y en avait plus un en stock. Et alors, il y en a trouvé un, qui n'était pas terrible d'ailleurs. Et il a dit, est-ce que je peux le tester? Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Parce qu'il n'avait pas bien. L'autre lui a dit, un prix, rien du tout. Vous payez cash et à la caisse. Vous payez cash. Donc, grosso modo, ça change complètement ce genre de politique, le rapport de force entre le producteur et le consommateur. C'est-à-dire, s'il y a une voiture qui est disponible, tu la prends même si elle est vert cacadois, quoi. Ah oui. Donc on se retrouve un peu en URSS quand on réussit à trouver un yaourt aux fraises, on l'achetait tout de suite et on disait pas je repasserai dans 2 heures. Exactement, et on se retrouve dans un monde où la liberté de choix du consommateur est limitée. Parce que, à cause de ces files d'attente, on a vu ça très bien pendant la crise du Covid, ceux qui avaient des cancers, qui avaient des trucs comme ça, tant pis pour eux, hein, ils n'ont pas été à l'hôpital, on ne pouvait pas les soigner, et aussi bien, ils vont crever, mais on s'en fout, ça ne sera pas du Covid, donc ça ne sera pas dans les statistiques. Donc, dès le moment où l'État intervient quelque part, ce qui se passe, c'est qu'il y a soit pénurie, soit gaspillage. Mauvaise allocation du capital. Mauvaise allocation du capital et du travail. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux français, d'après ce que je me suis laissé dire, il y a à peu près 35 à 40% de la population qui est administrative, pour correspondre avec Paris. Et les médecins consacrent à peu près 30% de leur temps à remplir des papiers. C'est-à-dire qu'il y a 50% de l'hôpital qui, aujourd'hui, a des ressources en hommes, en compétences, bouffées par l'administration de l'État. Rien n'empêcherait qu'on ait, comme en Suisse ou en Allemagne, des hôpitaux qui soient des hôpitaux locaux, régis sous forme soit privé, soit même une coopérative. Oui, il y a beaucoup de coopératives en Suisse. Il y a beaucoup de coopératives en Suisse, et bon, c'est une coopérative, et l'État explique comment ça doit se passer. Donne des règles de base, avec un résultat. À des gens qui vérifient que la l'hôpital comptabilité est bonne, que les standards sont tenus. Les gens qui sont au conseil d'administration de l'hôpital font leur boulot, vérifient les comptes, et si ça ne marche pas, ils vont en prison, ce qui me paraît une bonne idée, s'il se passe des trucs horribles. Et puis c'est tout, quoi. Donc, pourquoi l'État doit-il se préoccuper de la gestion des hôpitaux? C'est pas la gestion... Il n'y a pas de rapport. Donc, grosso modo, voilà un État. On nous présentait il y a 15 ans la santé publique française comme un endroit où l'État stratège avait fait un boulot remarquable. Voilà un parfait exemple de l'État stratège qui explose en plein vol, quoi. Il y a eu ça, il y a eu les fraudes aux cartes vitales sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais vous avez l'excellente émission avec Charles Prats que je vous invite à visionner. Et effectivement, ça fait partie des dépenses dans la série Où va le pognon? On se demande, mais pareil pour les écoles, on se demande aussi, quand on voit, moi je voyais mes enfants, les professeurs étaient obligés d'amener leur propre craie. Et on va nous expliquer ensuite qu'on va mettre des portillons à l'entrée, des portillons de sécurité. Moi, ça me fait rire. Tous les lycées dans lesquels j'ai vu mes enfants, il n'y avait déjà pas de papier toilette, il n'y avait pas de craie. Et on nous explique qu'on va mettre des portillons automatiques avec des reconnaissances faciales qui vont tomber en panne le 2e jour, comme les tableaux informatiques. C'est une question essentielle. C'est, dans le fond, quel est le rôle de l'État? Bon, l'État, c'est celui à qui on a donné le monopole de la violence légitime. Ou légal, c'est-à-dire que celui qui peut vous pendre au écourt, vous mettre des impôts, vous mettre en prison, etc. Bon, c'est très bien. Et la première conception, c'était que dans le fond, c'était pour assurer l'ordre public. Dans le fond, c'était moins cher pour le bureau de base et moins dangereux d'avoir un État qui contrôlait par les impôts, préfet, avec tout ce qu'il faut, plutôt que d'avoir sa propre police privée. C'était pour assurer la sérénité de la nation, la stabilité de la loi.
Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé que l'État devait s'occuper de justice sociale. Là, il n'est pas d'accord. Il est pour la justice sociale. Il est pour la justice sociale. Et vous savez, vous remarquerez que chaque fois, c'est un mot, je tiens beaucoup aux mots, parce que les mots sont très importants. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Vous savez, c'est la vieille plaisanterie. Mais la justice sociale, c'est une ânerie, parce que est-ce qu'il est juste de payer un gars qui ne travaille pas et qui n'a pas l'intention de travailler, en prenant l'argent à un gars qui bosse comme un fou? On peut se poser la question, c'est une question, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je dis simplement que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et donc, si vous êtes un brillant diplômé français, quand on vous embauche à, je sais pas, la BNP Paris, et que vous gagnez, et que vous reste 300 € par mois à la fin du mois pour vous amuser en tout et pour tout, et si vous, avec les mêmes diplômes, les mêmes compétences, vous partez à Londres et qu'il vous en reste 3000, la justice sociale, c'est que le gars, il se barre où il va toucher 3000. Donc c'est le fameux concept de on exporte des bacs plus 7 et on intègre des bacs moins 5. Que les bacs plus 7 qui restent vont devoir subventionner. Donc grosso modo, cette notion de l'État social, de la justice sociale est une notion qui est extraordinairement dangereuse parce qu'elle permet la démagogie, c'est-à-dire qu'elle permet à l'État de créer des classes de gens qui sont dépendants, qui voteront pour eux. Et c'est une atteinte directe à la démocratie. Ce que je comprends pas, c'est que au travers du temps, on avait quand même une justice sociale, on avait des œuvres qui s'occupaient des gens, on n'avait pas des pauvres qui mouraient dans la rue, des gens qui étaient atteints. La seule justice sociale, c'est le plein emploi. Donc on retourne à l'entrepreneur. C'est-à-dire que si on foutait bien la paix aux entrepreneurs, il n'y aurait pas de chômage. Dans un monde idéal, effectivement, tout le monde serait employé, il resterait un lambda de la population de gens qui ne peuvent pas s'adapter parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont malades et ainsi de suite. Mais dans ces cas-là, en tant que société, je suis d'accord, il nous incombe d'aider ces gens-là. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par l'État? On pourrait dire, on a des institutions dédiées, religieuses ou pas religieuses, mais des institutions qui pourraient être autonomes, que l'on finance et qui s'occuperaient des gens... Tout à fait, mais il y a par exemple, il n'y a pas de chômage en Suisse. Oui. Il n'y a pas de chômage en Suisse, il n'y a pas de déficit budgétaire. Il n'y a pas de déficit extérieur, ils ont un système industriel qui est maintenant d'une taille plus importante que celui de la France en termes absolus, ils ont des excédents, ils ont la monnaie la plus forte du monde, et tout le monde est incapable de me citer le nom d'un seul politicien suisse. Et je dis toujours aux gens, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas nommer le politicien qu'il y a tout ça de bien en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le politicien qui crée le chômage, qui crée, et parce que ça lui donne des choses à gérer. D'abord des choses à gérer et une clientèle qui va voter pour lui. Et donc, grosso modo, on est dans un monde complètement pervers où l'incitation du politicien, c'est de continuer à créer des lois, des règlements pour piquer de l'argent aux entrepreneurs de façon à entretenir, comme le disait Milton Friedman, je sais qu'il n'a pas bonne presse, mais c'était un homme remarquable, un grand esprit, et en plus il était drôle comme tout. Il disait, si vous payez les gens ne rien foutre, et si vous subventionnez ceux, et si vous payez les gens, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas vous étonner si le chômage augmente. Donc encore une fois, l'entrepreneur est celui qui permet la justice sociale en créant des emplois qui sont rentables, c'est-à-dire durables. Le politique, c'est celui qui embauche des gens dans la fonction publique, dans des emplois qui servent à rien, comme il y en a beaucoup dans les administrations régionales, par exemple en France. Il y avait ce fameux livre qui était vraiment débordé. Là, qui était absolument débordé, de Zoé Shepard. De Zoé Shepard, qui était Bordeaux. Sur Bordeaux, où elle avait vraiment strictement rien à foutre du début à la fin. Les gens avaient des lits de camp dans les couloirs pour pouvoir dormir, quoi, c'était effrayant. Et il prend la matière vive de l'entrepreneur pour la transformer. Il prend l'or de l'entrepreneur pour le transformer en plomb des emplois publics. Et moi, ma conviction, c'est que les gens qui travaillent dans des endroits où ils sont payés à ne rien faire sont très malheureux. Mais oui. D'abord parce que la journée est très longue. Oui. Et ça nous est tous arrivé d'être en fin d'emploi, de devoir faire une période avant de changer de boulot. Il n'y a rien de pire que d'avoir rien à faire dans une journée. Les journées s'égrènent, on se sent inutile et on revient avec un sentiment de non-aboutissement, de rien. C'est terrible, il n'y a rien de pire. Donc, je voudrais revenir sur cette idée de l'entrepreneur parce que
c'est celui, dans le fond, qui a besoin d'un cadre bien défini, de droit juridique, qui a besoin de la paix, pas sociale, mais de la paix civile, c'est-à-dire qu'il puisse, ses marchandises puissent circuler, lui aussi, qu'il ne soit pas attaqué, qu'il ne soit pas volé comme au coin du bois. Qu'il ait une stabilité, il faut qu'il puisse avoir une visibilité, sinon il ne va pas vouloir investir dans un pays s'il y a des changements politiques, voilà. des grèves, voilà. Que d'un seul coup, il ne puisse plus transporter ces trucs. Donc l'entrepreneur, c'est un peu, je ne dis pas que c'est un saint laïque, parce qu'ils sont loin d'être saints tous, mais c'est le gars qui a cette capacité à comprendre ce dont les autres ont besoin, alors que ça n'existe pas encore. Donc, il a une vision différente, il voit les choses de façon différente. Tandis que celui qui travaille dans l'administration, par définition, il travaille dans un endroit dont le but est la réglementation des autres, et donc il va faire des réglementations simplement pour se sentir utile. Moi, j'avais été faire une conférence à Bruxelles il y a 10-15 ans, je ne me souviens plus. Et j'avais été terrifié, quand j'avais été au siège de la commission, par deux choses. La première, c'est que j'avais vu des couloirs entiers de bureaux avec les portes fermées. Vous savez, comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent tout cela? Mais il y en avait sur 10 étages, 100 mètres de long. C'était une idée, mais je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils trafiquent? Et j'avais demandé à aller visiter la bibliothèque de la Commission européenne, parce que j'adore les livres, je me suis dit, il doit y avoir des trucs intéressants. Ils m'ont dit avec plaisir, donc j'ai été. Il n'y avait que les ouvrages normatifs? Non, il n'y avait que ce qu'eux avaient publié. Ah oui, c'est ça, oui. Les règlements et les lois publiés par la Commission européenne. Je m'étais dit, ben, si c'est ça la civilisation européenne, moi je pensais que j'allais trouver Dante ou un vieux incunable de Luther ou j'en sais rien. Proudhon. Rien du tout. Rien du Juste. tout. Donc je m'étais dit, on n'est pas gagné, puis ça s'est pas amélioré depuis. Donc grosso modo, l'entrepreneur, c'est celui qui exerce sa liberté au maximum. Alors je me rends compte, là on a avancé, et on n'a pas parlé, en parlant de l'entrepreneur, de la nécessaire destruction créatrice, avec les grincements de dents que ça apporte en général, parce que quand on parle de destruction créatrice, qui est donc une théorie développée par Schumpeter, dont tu as parlé au début, je crois, c'est de dire, voilà, à un moment dans l'histoire, on va dire, quand on va passer du charbon aux voitures à essence, à pétrole, il y a un moment où, effectivement, ça va être difficile pour ceux qui exploitaient le charbon. Pour les bassins miniers, ça va être difficile. Donc, il va y avoir une destruction, mais à côté de ça, il va y avoir une création, puisqu'on a créé un nouveau modèle économique. Donc, dans ces périodes de friction, effectivement, ça va être difficile pour l'entrepreneur qui aura basé tout son développement sur le charbon. Et pour celui-là, on est bien désolé, mais je crois qu'on n'a pas vraiment de solution à part de dire, bon ben, on espère que... On peut essayer d'arrêter de payer les gens à rien foutre dans les mines, etc. Mais à partir mais un jour ou l'autre, il faudra les fermer, et il faudra les fermer sans doute tout en même temps. Et à la place d'avoir d'abord les moins efficaces qui ferment, puis ensuite les moins, puis ainsi jusqu'à les plus efficaces qui ferment parce qu'on n'a plus besoin de charbon, on se retrouvera avec un désastre. Beaucoup de gens en France sont quand même dans l'idée que, ah mais oui, mais même si ça ne fonctionne pas, vous comprenez, il ne faut pas fermer les usines, parce que ça procède d'une des idées... C'est ce que disait une fois de plus Milton Friedman, il disait un repas gratuit, ça n'existe pas. Quand on ferme une usine, c'est déjà trop tard. Ben, quand on ferme une usine, c'est qu'elle perd de l'argent. C'est qu'elle perd de l'argent. Même en admettant que... on aurait dû se poser la question en amont, en voyant qu'il n'y avait plus de marge. Mais regarde, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, moi, c'est... Bon, il faut interdire la voiture en ville. Oui. Très bien. Parfait. Du coup, les usines de pneus font faillite. Parce que les voitures roulent beaucoup moins. Alors, donc, on interdit les voitures en ville, ce qui est une décision politique. Et il faut laisser les voitures les usines de pneus ouvertes. Oui, bah oui, parce que sinon c'est un scandale. Donc il y a un moment où quand on crache en l'air, il faut quand même être... on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire on ne peut pas vouloir tuer la voiture et bâtir les usines de pneus, quoi. Je veux dire, Et pourtant, c'est ce que fait Madame Hidalgo avec une constance. Hidalgo avec une constance constante. Et quand il y a quelque chose qui se passe à Amiens, quand on ferme une usine de pneus, tout le monde gueule en disant mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement, c'est pas lui qui a décidé d'empêcher les voitures à Paris, c'est Hidalgo. Hein, d'abord il n'y peut rien. Et puis je voudrais raconter encore une histoire sur l'état stratège qui m'est arrivé. C'est que j'avais un ami à l'époque qui était ministre
de l'industrie. Et il y a eu une tentative de fusionner Renault et Peugeot à l'époque. Bon. Renault et Volvo, pardon. Renault et Volvo. Donc, comme j'ai un frère qui vit en Suède, comme ils m'ont dit, est-ce que tu peux organiser une visite? Ça se fait avec l'ambassade, avec le ministre de l'Industrie suédois. Donc, mon copain, ministre de l'Industrie français, est allé, et il a dit, voilà, on pourrait faire un groupe mondial. Et le ministre de l'Industrie suédois l'a regardé, il lui a dit, mais c'est pas à vous. C'est pas à vous de décider. Renault, c'est pas à vous. Volvo, c'est pas à vous. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes un gentil énarque. Mais pour qui vous vous prenez pour décider de créer un groupe entre Renault et Peugeot? Moi, c'est pas mon boulot, ça. Mon boulot de ministre de l'Industrie, c'est de vérifier qu'il y a des écoles professionnelles qui marchent bien, etc. Mais mon boulot, c'est pas de faire des mécanos industriels. Donc, vous avez une espèce de... Oui, tu es très gentil, mais tu sais, allez hop, on est sage. On ira se promener tout à l'heure. On ira se promener tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment cette espèce d'orgueil de ces gars, de penser que c'est facile d'être entrepreneur, que c'est facile de virer un gars, que c'est facile quand vous êtes le parrain de ses enfants simplement parce que l'affaire va mal et que vous n'avez pas le choix. Et donc, qui arrivent, et qui, parce qu'ils ont accès à l'argent des impôts, se mettent à dépenser des milliards. Mais je voudrais rappeler un truc, c'est d'après une étude du FMI qui était très bien faite, si vous mettez sur un axe le poids de l'État dans l'économie, l'État grossit comme ça, il y a de plus en plus de poids dans l'économie, la France c'est le pays le plus élevé au monde, et sur l'autre, le taux de corruption dans le pays, c'est une droite absolument parfaite, plus il y a des poids plus il y a d'État, plus il y a de corruption. Donc il ne faut pas oublier que derrière ces investissements stratégiques, il y a d'immenses corruptions, comme on le voit dans les gros moulins à vent là, qu'on fait en ce moment, les éoliennes. Donc, derrière, ils vous expliquent que la seule chose qui les intéresse, c'est l'intérêt général. Mais il y a un désir patent de se faire corrompre et de terminer au conseil d'administration des gars qui ont donné les autorisations de faire des éoliennes, ou leurs femmes, ou leurs petits amis, ou j'en sais rien. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours sous-jacent, c'est qu'on nous explique toujours, oui, mais ça n'a pas marché par le passé parce que les gens qui s'en sont occupés n'avaient pas les âmes assez pures, n'avaient pas d'âme assez pure. Mais nous, ça va être très différent. Parce que nous sommes bons, nous voulons véritablement le bien des gens. Donc quand nous serons État stratège, ça fonctionnera parce que nos âmes sont pures. Il y a Goscinny qui a très bien expliqué ça. Le problème, c'est le calife, il est gentil, mais c'est le vizir qui est méchant. Donc si on pouvait remplacer le vizir, donc ils veulent tous être calife à la place du calife. Et on le voit très bien au moment des élections présidentielles, il doit y avoir quasiment... s'il y a un gars dans la classe politique qui dit qu'il paraît qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, ça fait la première du Figaro, quoi, parce qu'ils sont tous candidats, quoi. C'est extraordinaire. Mais ils ont tous une idée. Ça fait 40 ans qu'ils nous enfoncent, mais ils savent très bien ce qu'il faut faire. Donc c'est absolument stupéfiant. Donc il y a une espèce de... J'étais ici dans cette pièce, je recevais un homme très compétent qui s'appelait, je crois, M. Bigot, qui est un type tout à fait remarquable, journaliste, directeur d'école. Et je lui ai dit, dans le fond, on parlait du Covid. Je lui ai dit, dans le fond, la première explication, c'est la stupidité, et la deuxième, c'est la corruption. Il m'a dit, c'est tout à fait exact, mais il y en a une troisième que vous sous-estimez complètement, c'est le désir pervers de pouvoir emmerder les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer la joie que prend un type qui a le pouvoir sur vous pour vous empêcher... De faire une norme à 27, alinéa 6. 6, et si vous voulez... J'ai vu une photo là, le week-end dernier où il y avait une famille en train de boire un coup sur la plage à Montpellier. Il y avait 10 flics autour et qui leur ont mis à chacun une amende de 135 €. Ils étaient sur la plage, il n'y avait pas un rat. C'était une famille, donc de toute façon ils vient ensemble, ils auraient fait pareil chez eux autour d'une table. Donc ce désir d'emmerder les autres est quelque chose de très puissant et qui intéresse beaucoup les esprits médiocres. Alors, je pense qu'on a fait un joli petit tour là aujourd'hui sur la notion d'État stratège, sur l'entrepreneur, et j'aimerais que peut-être tu conclues en reprenant le rôle des élites suivant Toynbee. Alors, Toynbee, c'était un historien anglais qui a écrit donc dans les années 30 et qui avait été très impressionné, comme beaucoup, par la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que... Comme Zweig, comme tous ces gars-là, cette espèce de suicide de l'Europe l'avait consterné. Était consternant. C'était consternant. Et donc, il disait, dans l'histoire, dans une nation,
il y a des défis qui se posent. Bon. Et les défis doivent être résolus par ceux que les gens choisissent pour les résoudre, c'est-à-dire les élites. Et il dit, si l'élite n'est pas capable de répondre aux défis, le met sous le tapis, à ce moment-là, il se représentera quelque temps après sous une forme différente. Et puis, une troisième, s'il n'est pas résolu, une troisième fois. S'il est résolu, à ce moment-là, on monte à un niveau nouveau. On s'élève. On s'élève et on repart vers un autre défi qu'on essaye de traiter, et puis c'est toujours la même histoire. Mais si les élites n'arrivent pas à traiter, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois possibilités. Il y a soit un changement d'élite, par exemple, la 4e sous De Gaulle, où bon, ils étaient incapables de résoudre la décolonisation, ils sont tous partis. Il est resté malheureusement que Mitterrand, mais enfin bref, les autres ont été liquidés. Soit on change de régime, c'est la royauté qui tombe sous Louis XVI, parce qu'on ne réussissait pas à résoudre le défi d'un monde contradictoire dans une royauté de droit divin, quoi. Donc c'était vraiment un truc, c'était difficile. Soit le pays disparaît ou la civilisation disparaît. C'est les Incas quand les Espagnols sont arrivés. Bon. Nos élites d'aujourd'hui, elles viennent de celles qui sont arrivées en 1945 en disant bon, c'est plus possible qu'on se mette sur la gueule avec l'Allemagne et on va créer l'Europe. Ce qui en soi n'était pas une mauvaise idée. C'était une très bonne idée et ça a très bien marché jusqu'en 1980 à peu près. Ça marchait, on ne savait pas très bien pourquoi, mais ça marchait. Et ils se sont dit, il n'y avait pas de nouveaux défis. Entre l'Allemagne et la France, allait bien, on allait plus se mettre sur la gueule. Et puis, ils ont inventé un nouveau défi, c'était de transformer l'Europe en une nation. Oui. Ils veulent faire une fédération. Dont les Français, dont les Européens avaient besoin comme d'un trou dans la tête. Chaque fois, ils ont voté contre. Donc, mais c'est pas grave, on les a pas écoutés parce qu'il ne s'agirait pas de respecter un vote. Non, il ne s'agirait pas. Donc, ils ont continué à pousser vers l'Europe, alors que les nouveaux défis qu'apparaissaient, c'était la concurrence des pays asiatiques, l'immigration. Qu'on ne regarde pas. Qu'on ne regarde pas. Et qu'on refuse de traiter. Qu'on met sous le tapis de traiter. Donc, ça veut dire que nos élites vont disparaître. Et la montée des pays asiatiques et de la Chine en particulier, la montée de la monnaie et ainsi de suite, les gens ne le regardent plus. On continue de regarder vers les États-Unis en disant c'est les États-Unis qui nous empêchent d'avancer. Tu parles, les types, ils continuent dans leur coin et personne ne regarde vers l'Asie. C'est quand même consternant. Personne ne regarde vers l'Asie. Et donc, aujourd'hui, on a donc des élites qui ont été formées à résoudre. Le problème précédent, c'est exactement comme les gens qui nous ont mis la ligne Maginot parce qu'ils sortaient des tranchées. Donc ils voulaient une ligne Maginot confortable. Mais ça n'a pas empêché que quand les tanks sont arrivés, on s'est fait balayer en 5 minutes. Et la France a failli y disparaître. Donc on est dans une situation tout à fait similaire. On a des élites qui refusent de regarder les défis d'aujourd'hui. Qui refusent ou qui ne sont pas aptes. Qui sont pas aptes, on ne sait pas. Ils sont bloqués. Ils n'ont pas le logiciel. Ils continuent à faire marcher le logiciel d'autrefois, qui ne marche plus. Et donc, non, puisqu'il était pour autrefois. Il était pour autrefois. Et que le monde évolue. Voilà. Et le monde évolue. Donc on est dans un monde très très curieux, où donc il va se passer soit le remplacement des élites, oui, mais elles sont... soit le changement de régime. C'est comme des gremlins. On a l'impression qu'ils sont mouillés après minuit, parce que même si tu les remplaces, regarde là ce qu'on a comme offre politique. Si on remplace par un Xavier Bertrand un Macron, tu m'expliques la différence que ça va faire? Si tu remplaces Juppé par Fabius ou... c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est tous les donc mêmes. Donc on aura les mêmes choix, produisent les mêmes effets, ça change rien. Donc c'est pas un changement d'élite, ça. Non, c'est pas un changement d'élite, mais on a toujours les mêmes élites, on ne nous propose pas des élites différentes, on a toujours les mêmes. Ça a été toute l'habileté de ces gars-là, c'était justement en faisant monter le Front National de Mitterrand, de permettre le maintien de ces élites, puisqu'ils en mettaient 25% de l'électorat en dehors du jeu. Donc les gars qui sont partisans des vieilles théories, ils font toujours une majorité. Et donc il n'y avait pas de différence entre Juppé et Fabius, ils faisaient exactement la même politique. Et moi, ce que j'essaye de dire aux gens, et je vais sans doute en parler de plus en plus dans les mois qui viennent, c'est que la seule solution dans ce cas-là, c'est, comme les élites sont incompétentes et invirables, il faut rendre la parole au souverain, c'est-à-dire passer par le référendum d'initiative populaire. C'est le peuple qui doit décider quel est l'ordre du jour des défis auxquels il faut répondre. Parce que sinon, suivant Toynbee, ce qui nous pend au nez, c'est le changement de civilisation. Si on ne vire pas nos élites. Ben voilà, et c'est en effet le risque, c'est-à-dire qu'on soit submergé un petit peu comme... Faut pas oublier, les gens l'oublient parce qu'ils n'ont aucune connaissance historique,
Mais il y avait une civilisation visigothique qui allait littéralement de Toulouse et sur toute l'Afrique du Nord. Au 6e, 5e, 4e siècle, les Visigoths avaient pris ça. C'était une très belle civilisation. Elle a disparu. Elle a disparu, elle a été laminée et elle n'est plus jamais revenue. Donc, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, comme disait, je crois, Paul Valéry après la guerre de 14. Eh bien, il faut bien se rendre compte que la France, la civilisation en Europe, est mortelle et qu'elle est en danger de mort aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut à tout le moins parler et essayer d'agir, quoi. Mais c'est pas... Cette question des élites est extraordinairement importante parce que la constitution de la 5e a été faite pour empêcher littéralement le renouvellement des élites. C'est-à-dire, c'est une constitution monstrueuse. Et donc, à un moment ou à un autre, il va falloir revenir à partir du moment où on a coupé la tête du roi en 1793, la souveraineté appartient au nouveau souverain qui est le peuple. On ne peut pas gérer un pays sans s'appuyer sur le peuple. Et bien voilà, je crois qu'on ne peut pas gérer un pays sans s'appuyer sur le peuple. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, notre petit rendez-vous de l'économie expliqué par mon père. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que vous avez passé un moment agréable et que vous serez là sur les programmes de l'Institut des Libertés et on vous accueille toujours avec plaisir. Et la semaine prochaine, tu sais de quoi on va parler ou pas? La semaine prochaine, on va essayer de parler alors deux sujets, soit de la dette. Oui, avec plaisir. Soit du libéralisme, mais peut-être on va commencer par la dette. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus. Voilà, par la dette. Et on va faire dette / spéculation boursière. Voilà. Voilà, bon sujet. Bon sujet. Donc, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.